La voix de ma sœur, Lindsay, résonna contre les murs en boiserie du tribunal judiciaire. Depuis les bancs du public, juste derrière elle, notre mère, Marilyn, affichait un petit sourire, un sourire de façade, parfaitement étudié. Je gardais mes mains bien à plat contre le vinyle lisse et froid de mon classeur de suivi médical, d'un bleu nuit profond. La salle d'audience sentait la cire pour sol au citron, mêlée à l'odeur du vieux papier. À côté de moi, Maître Elliot Crane se pencha vers mon oreille, et son fauteuil en cuir émit un grincement aigu. La dernière partie de la vidéo inclut votre mère, murmura Elliot, son souffle déplaçant à peine l'air ambiant. Une fois qu'elle sera diffusée, elle fera partie du domaine public. Je tournai la tête. Maman souriait toujours. Elle me regardait comme si j'étais une enfant têtue, sur le point d'être prise en flagrant délit de mensonge. J'ai repensé au double des clés de mon appartement, qui se trouvait toujours sur son trousseau, et j'ai adressé un petit signe de tête à Elliot. Il se leva. Monsieur le juge, mon client a enregistré ceci 3 jours avant son décès. Le juge le regarda par-dessus ses lunettes et acquiesça, invitant Elliot à prendre son ordinateur portable. 10 mois plus tôt, la guerre avait commencé par un simple coup de téléphone. À 6h17 du matin, la lueur bleue de mon réveil numérique perça l'obscurité de ma chambre. J'ai tendu le bras pour attraper mon téléphone, sentant le bord métallique, glacial, contre ma paume. Je pouvais déjà sentir l'odeur du marc de café froid, pas encore coulé, venant de la cuisine au bout du couloir. Teresa, de l'agence d'aide à domicile, était au bout du fil. Audrey, votre grand-père a fait un AVC. L'ambulance l'emmène à l'hôpital central. J'ai repoussé les couvertures d'un geste sec. En tant que directrice régionale des opérations pour un réseau d'approvisionnement hospitalier, je gérais la logistique et les crises au quotidien. La panique était donc un luxe que je ne pouvais pas me permettre. À 39 ans, je vivais seule dans un appartement que j'avais acheté moi-même. C'était 4 ans après un divorce qui m'avait laissé sans aucun bien en commun, et surtout, sans aucune envie de mêler à nouveau ma vie au chaos de quelqu'un d'autre. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Le temps que Lindsay arrive, avec 1 heure de retard, son mascara était, lui, parfaitement appliqué. Est-ce qu'il a dit quelque chose avant de perdre connaissance, a demandé Lindsay au médecin de garde. Elle n'a pas demandé comment il allait, et elle n'a pas demandé s'il pourrait s'en remettre. Maman m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma manche. Tu aurais dû dormir chez lui, Audrey. Si tu avais été là, cela ne serait pas arrivé. J'ai dégagé mon bras. Il a approuvé le planning des gardes de nuit, et l'agence a suivi le protocole. Je refuse d'avoir cette conversation dans un couloir. Grand-père Arthur est décédé cet après-midi-là. Les médecins nous ont expliqué que les lésions cérébrales étaient irréversibles, et les machines qui le maintenaient en vie ont été éteintes. Je me suis tenue près du lit, écoutant le bourdonnement régulier de l'équipement s'estomper, jusqu'au silence absolu. Ma gorge était nouée, mais j'ai veillé à garder une respiration calme et régulière. Lindsay a immédiatement sorti son téléphone. Elle s'est placée derrière moi, a pris une photo de ma main posée sur l'épaule de grand-père, et l'a envoyée sur le groupe de discussion de la famille élargie, accompagnée d'un long texte sur notre perte dévastatrice. Le moniteur affichait une ligne plate, et elle vérifiait déjà ses notifications. Il fallait toujours qu'elle soit au centre du deuil. Tu dois t'occuper de l'organisation des funérailles, m'a dit maman alors que nous marchions vers le parking. Tu es toujours si douée pour les choses froides. Je vais coordonner la logistique, ai-je répondu, mais chaque facture ira directement à Maître Nora Sloan, en tant qu'exécutrice testamentaire. Je ne mettrai pas de frais d'obsèques sur ma carte de crédit personnelle. Maman a eu un rire méprisant, resserrant son manteau contre le vent glacial de mars. Ton grand-père vient de mourir, et tu t'inquiètes pour la facturation. Je n'ai pas cherché à débattre. Je suis simplement montée dans ma voiture, et j'ai envoyé l'email à Nora. 2 semaines plus tard, nous étions assises dans le cabinet d'avocat de Maître Dana Whitlock. La pièce sentait le cuir cher et l'expresso fraîchement coulé. Dana a ouvert l'épais dossier chemise contenant le dernier testament, le papier froissant dans le silence pesant.
Grand-père l'avait signé 6 mois avant sa mort. Nora y était confirmée comme l'administratrice de la succession. Ensuite, Dana a lu la répartition. Je devais recevoir le reliquat de la succession, après déduction des impôts et des frais de notaire. La somme s'élevait à environ 3,4 millions d'euros. L'INSEE devait recevoir une somme fixe de 50 000 euros. Maman ne recevrait rien de plus. Le document précisait que le transfert de la maison, ainsi que le soutien financier considérable que grand-père lui avait fourni tout au long de sa vie, constituait sa part. La pièce a plongé dans un silence absolu. J'ai fixé la table en acajou poli. Je n'avais jamais demandé cela, et j'ignorais même que ce rendez-vous avait eu lieu. Mon premier réflexe fut entièrement procédural. A-t-il pris ce rendez-vous lui-même, ai-je demandé à Dana. Vous a-t-il rencontré seul? L'INSEE a bondi de sa chaise. L'Ancien Testament divisait tout en deux. Tu l'as forcé à faire ça? L'INSEE, s'il vous plaît, asseyez-vous, a calmement demandé Dana. Non, a hurlé l'INSEE, la voix stridente. Elle était chez lui toutes les semaines. Elle l'a obligé à le faire. Nous sommes sortis dans la lumière éclatante de l'après-midi, sur le parking, où l'INSEE s'est posté juste devant la portière de ma voiture. Tu vas signer un accord, tout de suite, a exigé l'INSEE. On divise tout à parts égales, exactement comme il le voulait au départ. Maman s'est avancée à ses côtés. Fais ce qui est juste, Audrey. Donne-lui la moitié. C'est la seule façon de garder cette famille unie. Je les ai regardées toutes les deux. À cet instant, j'ai réalisé qu'elle croyait sincèrement à une chose, ma soumission était le seul ciment qui maintenait encore notre famille intacte. Je ne signerai rien du tout sur un parking, ai-je dit. Toute proposition devra passer par ton avocat, puis par le mien. N'utilise pas son nom pour me mettre la pression. L'INSEE a fait un pas de plus. Si tu ne répares pas ça, je prouverai que tu l'as isolé. Je dirai au juge que tu contrôlais ses médicaments, pour qu'il soit assez confus et signe n'importe quoi. Je me suis figée. Contrôler ses médicaments. C'était une phrase très spécifique, d'autant plus que personne n'avait jamais discuté de ses ordonnances, en dehors de son équipe médicale. J'ai déverrouillé ma voiture, je suis montée à l'intérieur, et je suis partie sans ajouter un mot. Un mois s'est écoulé. L'huissier de justice m'a trouvé à mon appartement, un mardi soir, pour me remettre une lourde enveloppe. J'ai pris l'épaisse liasse de documents, j'ai verrouillé la porte, et je l'ai portée jusqu'à l'îlot de ma cuisine. Le dossier a heurté le plan de travail en marbre avec un bruit sourd. J'ai posé la plainte à côté de mon classeur médical bleu nuit, et j'ai pris l'enveloppe en photo, pour documenter l'heure exacte de la signification. Ma formation d'entreprise a pris le dessus, transformant la peur en une simple liste de tâches. La plainte visait à faire annuler le dernier testament. Les accusations étaient soigneusement dactylographiées, abus de faiblesse, isolement, contrôle de la médication, dissimulation de visiteurs. À la fin du document, il y avait une déclaration sous serment, signée par ma mère. J'ai relu le deuxième paragraphe 2 fois. Il y était affirmé qu'elle avait supplié, à plusieurs reprises, de voir son père, et qu'on lui en avait refusé l'accès. Ma poitrine me semblait lourde, mais mes mains étaient parfaitement stables. Je ne l'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone, et j'ai révoqué son code d'accès à ma serrure connectée. J'ai entendu le clic lointain du pen dormant qui se verrouillait. Ensuite, j'ai lancé une sauvegarde complète de mes messages sur le serveur cloud. J'ai ouvert mon classeur médical, à l'onglet du mois d'octobre précédent. J'ai retrouvé la date précise où maman prétendait que je lui avais interdit l'accès à la maison, et j'ai affiché l'historique de mes messages. Il était là, noir sur blanc, un message de sa part envoyé ce matin-là, je ne vais pas conduire aussi loin pour rester 1 heure. J'ai posé le téléphone à côté du classeur, et j'ai appelé Elliot Crane. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai reçu la plainte, lui ai-je dit. Respirez un grand coup, Audrey, a répondu Elliot. Nous savions qu'elles étaient en colère. Elles ne sont pas juste en colère, ai-je dit, fixant les mensonges imprimés et la vérité numérique,
posés côte à côte sur mon plan de travail. Elles n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Elles l'ont réécrit. Je me tenais près de l'îlot de cuisine de mon appartement, les yeux rivés sur un rapport de pénurie de matériel hospitalier affiché sur mon écran d'ordinateur. L'appartement sentait légèrement le cèdre et l'eucalyptus. C'était en mars 2023, exactement 2 ans avant la mort de mon grand-père. À l'époque, ma plus grande crise était une livraison de masques chirurgicaux disparus, destinés à 3 centres médicaux régionaux. Mon fonds d'urgence représentait confortablement 14 mois de frais de subsistance. 4 années s'étaient écoulées depuis que mon divorce avait été prononcé. Mon appartement de 2 pièces était calme, ordonné, et entièrement à moi. Cette paix s'est brisée lorsque mon téléphone a vibré contre le comptoir en marbre. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. Il est tombé, a dit maman, à l'instant même où j'ai décroché. Ton grand-père s'est effondré dans la cuisine. Le voisin a appelé les pompiers. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai attrapé mes clés de voiture, et je me suis dirigé vers la porte. Il faut que tu prennes un congé, a continué maman, la voix montant dans les aigus. Mets ta carrière sur pause pour un temps. Installe-toi dans sa chambre d'amis. Je serai à l'hôpital dans 20 minutes, lui ai-je répondu, et j'ai raccroché. Les urgences sentaient l'eau de javel et les emballages stériles. Je suis passé devant le poste des infirmières, et j'ai trouvé Arthur. Il était assis sur un lit d'hôpital, l'air plus agacé que fragile. Une couverture bleu pâle était drapée sur ses jambes. Je n'ai pas demandé à maman ce que nous devions faire. J'ai tiré une chaise près de son lit, je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai demandé ce qu'il voulait, lui. Il voulait rentrer chez lui, et il refusait catégoriquement de regarder les brochures sur papier glacé des résidences pour seniors, que l'assistante sociale de l'hôpital lui avait tendues. Le lendemain après-midi, je me suis assise à sa table à manger en chêne poli, munie d'un bloc-notes jaune. J'ai planifié un emploi du temps pour une agence d'aide à domicile, un système de téléassistance médicale, et un roulement de transport pour ses visites médicales hebdomadaires. Ce matin-là, j'avais déjà négocié, avec la direction de mon entreprise, un aménagement de 3 jours en télétravail. J'avais bloqué 2 soirées par semaine pour ma propre vie privée, laissant les week-ends libres pour les infirmières de l'agence. Ma sœur est passée juste au moment où je finissais de classer les contrats de l'agence en une pile bien nette. L'INSEE a pris le planning imprimé, son ongle manucuré traçant les heures bloquées. Si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas besoin de compter tes heures, a lancé ma sœur, en laissant retomber le papier sur la table. J'ai gardé un ton parfaitement neutre. Un plan, c'est ma façon de m'assurer que l'amour ne se transforme pas, chaque jour, en une urgence. Une semaine plus tard, maître Dana Whitlock et Nora Sloan étaient assises sur les canapés à fleurs du salon, pour discuter de l'évolution de ses besoins. Nora gérait ses investissements, mais Arthur voulait qu'une personne de la famille détienne une procuration financière. Il a regardé par-dessus la table basse, vers moi. C'est en toi que j'ai le plus confiance, Audrey, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Non. Je coordonne les soins quotidiens. Je ne veux pas être à la fois la personne qui gère les plannings médicaux, et celle qui signe les chèques. Cela crée un conflit d'intérêts. J'ai accepté d'être son contact d'urgence médicale, avec une autorité strictement limitée aux décisions de santé. J'ai rédigé un email confirmant mon refus du contrôle financier, et j'ai mis toute la famille en copie. L'INSEE m'a répondu en privé pour se moquer de moi, m'accusant de jouer la supérieure sur le plan moral. Pourtant, moins d'1 heure plus tard, elle appelait Nora pour lui demander qui, exactement, avait l'autorisation de consulter les relevés bancaires mensuels. Le classeur médical Bleu Nuit n'avait pas commencé comme une stratégie de défense. Il avait commencé à cause d'un rendez-vous chez le cardiologue, un mardi matin. 3 semaines auparavant, j'avais envoyé l'invitation par calendrier sur le groupe de discussion de la famille. Maman avait accepté immédiatement. Le matin du rendez-vous, mon téléphone a vibré avec un texto de sa part. Elle avait prévu un brunch avec l'INSEE, et ne pourrait pas venir. Je l'ai conduit à la clinique moi-même. 2 jours plus tard, ma tante m'a appelée, furieuse.
Maman avait raconté à toute la famille élargie que j'avais emmené grand-père chez le spécialiste du cœur, en refusant délibérément de prévenir qui que ce soit. Je n'ai pas cherché à discuter sur le groupe. J'ai imprimé l'invitation originale, la confirmation d'acceptation de maman, et son SMS d'annulation. J'ai perforé les feuilles, je les ai placées dans un classeur bleu, et j'ai écrit une seule ligne sur la page de garde, invitation renvoyée, acceptée, annulée par Marilyn. Arthur m'a regardé refermer l'anneau métallique avec un claquement sec. Pourquoi écris-tu tout ça? Parce que l'histoire ne cesse de changer, une fois la journée terminée, ai-je répondu. Ma sœur ne venait que rarement, à moins d'avoir besoin d'un public. Un dimanche, elle est arrivée avec un bouquet de lys très coûteux. Elle a passé 10 minutes à prendre des selfies avec Arthur dans son fauteuil. Ensuite, le véritable but de la visite a commencé. Lindsay s'est assise sur le canapé, a rangé son téléphone, et s'est penchée en avant. « Grand-père, est-ce qu'il y a encore une hypothèque sur cette maison ?» a-t-elle demandé. Il a cligné des yeux, ajustant ses lunettes à monture métallique. Avant même qu'il ne puisse répondre, elle a tiré une autre question, qui est le bénéficiaire du compte-titre? Et ce vieux testament d'il y a 5 ans, il est toujours valable? Je suis entrée dans le salon, et j'ai posé un verre d'eau sur un sous-verre. Toute question sur les finances doit être adressée à Nora. Lindsay s'est levée, le visage rouge de colère. Tu essaies de cacher des choses à ta propre sœur. Arthur est resté silencieux dans son fauteuil. Il écoutait chaque mot, mais il n'est pas intervenu. Après qu'elle soit partie en trombe, j'ai ouvert le classeur bleu, et j'ai noté l'heure de sa visite, ainsi que les questions exactes qu'elle avait posées. Le soir même, j'étais de retour dans mon appartement, en train de réviser un cours sur la gestion des risques pour une certification en ligne. La pluie tapait contre la vitre de mon salon. Un collègue m'a envoyé un message pour me proposer de dîner. J'ai tapé un « oui ». Mon téléphone a immédiatement vibré avec une notification de message vocal. La voix de maman a rempli l'appartement silencieux. Elle exigeait que j'appelle Lindsay, et que je m'excuse d'avoir été si hostile à propos des affaires familiales. Je n'ai pas rappelé. J'ai terminé mon chapitre, j'ai envoyé une confirmation de dîner à mon collègue, et j'ai tapé un unique SMS à maman, je discuterai de ses soins médicaux. Je ne discuterai pas de l'accès de Lindsay à ses comptes. J'ai posé le téléphone face contre le bureau, et je suis allée chercher mon manteau. Je n'ai pas vu le SMS que Lindsay a envoyé à maman, quelques minutes plus tard. C'était une photo d'un dossier vert, posé sur le bureau d'Arthur, étiqueté planification successorale. Sais-tu si l'Ancien Testament peut être remplacé sans nous, avait écrit Lindsay, juste en dessous de l'image. La dynamique entre ma mère et ma sœur nécessitait un financement constant. Nous étions assises dans un restaurant italien bondé, pour célébrer le 65e anniversaire de maman. Le serveur a débarrassé nos assiettes, et a déposé une pochette en cuir avec l'addition au centre de la table. Lindsay a tapoté son sac à main de créateur, a fait une soudaine surprise, et a annoncé qu'elle avait oublié son portefeuille. Elle m'avait fait exactement le même coup quand j'avais 16 ans, alors que je travaillais pour l'été. Son argent de poche à elle, en revanche, était toujours protégé, considéré comme un investissement pour son avenir. J'ai sorti ma carte de crédit, j'ai calculé le total pour mon repas et celui d'Arthur, et j'ai laissé exactement ce montant. Maman a fixé le solde restant. Elle a qualifié mon attitude de froide et de totalement inutile. Je suis ta fille, lui ai-je dit, en gardant la voix assez basse pour ne pas être entendue à la table voisine. Je ne suis pas la ligne de crédit de la famille. Cette limite n'a tenu qu'une seule semaine. Lindsay a débarqué à mon appartement avec un business plan sur papier glacé. Elle avait besoin de 120 000 € pour sécuriser un bail commercial, destiné à sa nouvelle agence immobilière de luxe. Comme elle n'avait jamais été mariée et n'avait pas de partenaire financier, elle voulait qu'Arthur lui accorde le prêt. Mais elle avait besoin que je co-signe les documents, pour le convaincre. J'ai lu les pages imprimées. Les prévisions de trésorerie reposaient sur la vente de propriétés de luxe, dans un marché stagnant. J'ai remis le dossier dans ses mains. Je refusais d'apposer mon nom sur une pure fantaisie.
L'INSEE a arraché le papier, sa voix résonnant dans mon couloir, alors qu'elle m'accusait de vouloir l'avoir échoué. Les représailles sont arrivées le lendemain soir. La serrure en laiton de ma porte d'entrée a cliqué, et ma mère est entrée, utilisant la clé de secours physique que je lui avais donnée des années plus tôt. Elle s'est tenue dans ma cuisine, désignant mes meubles, et a soutenu qu'une femme célibataire, sans enfant à nourrir, avait l'obligation morale d'aider son propre sang. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de sécurité, et j'ai désactivé de façon permanente son accès à la serrure connectée. Je ne lui ai pas encore redemandé la clé physique. Je lui ai simplement répondu que j'avais payé le loyer de l'INSEE lors d'une urgence, 3 ans plus tôt, mais que je refusais de financer ce schéma destructeur toute ma vie. Ton grand-père se souviendra de qui a un cœur, a prévenu maman, en se tournant vers la porte. Je ne construis pas ma vie autour de l'espoir d'être cité dans un testament, ai-je répliqué. Arthur n'était pas aveugle au rouage de notre famille. En juillet, 8 mois avant sa mort, les demandes incessantes d'argent l'avaient forcé à s'asseoir avec son comptable. Il a demandé un examen complet du registre de ses aides financières accordées au fil du temps. Il a abordé le sujet alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière, buvant du thé glacé. Il n'a pas crié, et n'a pas exprimé d'indignation. Il a simplement énuméré la réalité, les paiements des frais de scolarité, un apport pour l'achat d'une maison, 2 sauvetages massifs de dettes de cartes de crédit, et un prêt commercial qui avait échoué. Au fil des ans, il avait remis à l'INSEE près de 620 000 euros. Maman, elle, avait reçu une maison, et un allègement de ses dettes. Moi, j'avais reçu des chèques d'anniversaire, et j'avais remboursé intégralement un petit prêt pour l'achat d'une voiture. Arthur a posé son verre sur la table en fer forgé. Il m'a demandé ce que je ferais s'il me laissait une part de l'héritage plus importante que ce que tout le monde attendait. J'ai regardé le jardin, refusant d'entrer dans ce scénario hypothétique. Je lui ai répondu que mon planning de soins n'avait rien à voir avec ses comptes bancaires. Je lui ai conseillé de rencontrer son avocat, seul, s'il souhaitait faire le moindre ajustement. « Pourquoi ne veux-tu pas m'accompagner » a demandé Arthur, en scrutant mon visage. « Parce que si quelqu'un remet un jour en question ton choix, je veux que la réponse soit tienne, ai-je dit. J'ai rassemblé mes clés, et j'ai traversé la maison en direction de la porte d'entrée. Avant d'atteindre le vestibule, j'ai entendu Arthur décrocher le téléphone fixe, dans le bureau. Il a composé un numéro, sa voix portant dans le couloir silencieux. Il a demandé à parler à maître Dana Whitlock. Je me suis arrêté de marcher, écoutant le ton sec et ferme de sa voix. Il a demandé un rendez-vous privé pour modifier la répartition de sa succession. Il a explicitement précisé qu'il organiserait lui-même son transport, par le biais de l'agence d'aide à domicile. Je veux qu'Audrey ne soit nulle part près de moi lors de la signature, a déclaré Arthur à son avocate. Si l'INSEE conteste quoi que ce soit, je veux qu'il n'y ait absolument rien qu'elle puisse mettre sur le dos d'Audrey. En septembre, 6 mois avant sa mort, un chauffeur de l'agence est venu chercher Arthur à 10 heures du matin. J'étais alors debout, dans une salle de conférence éclairée au néon, à 45 km de là, en train de présenter un rapport trimestriel sur la chaîne d'approvisionnement au conseil d'administration de l'hôpital. Mon calendrier numérique et les registres de présentation de mon entreprise attestaient de mon emplacement exact. J'ignorais totalement que la berline noire s'était garée sur le parking du cabinet de maître Dana Whitlock. C'est bien plus tard que j'ai pu reconstituer la chronologie, grâce aux factures juridiques et aux témoignages sous serment. Dana s'est entretenue avec lui seule, à huis clos. Elle lui a demandé de détailler ses actifs, et a fait vérifier sa capacité mentale par 2 témoins indépendants. Il a signé le document final sans qu'un seul membre de la famille ne soit présent dans le bâtiment. Le cabinet a ensuite verrouillé l'original dans son lourd coffre-fort en acier. Maître Nora Sloan a reçu ses instructions concernant ses devoirs d'exécutrice, et je n'ai absolument pas été mise au courant. La vie a continué, sans aucun changement visible, mais la construction minutieuse de leur futur procès avait déjà commencé. La semaine suivante, j'ai envoyé un email à maman avec 3 créneaux horaires différents pour une visite, le week-end. Elle a choisi le samedi après-midi, pour finalement annuler 4 heures avant. La raison invoquée,
L'INSEE organisait une journée portes ouvertes pour une propriété de luxe. 3 jours ont passé. Une tante éloignée m'a appelée, la voix tranchante, pleine de jugement. Elle exigeait de savoir pourquoi j'empêchais une fille de voir son père vieillissant. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas gaspillé ma salive à débattre avec la famille élargie. J'ai simplement transféré le fil de mai et le SMS d'annulation à Elliot Crane. Il n'avait pas encore été engagé pour un litige, mais son conseil par téléphone a été net et sans bavure: conservez les messages originaux, et ne modifiez pas un seul mot. Le piège s'est resserré quelques jours plus tard. Teresa et une infirmière diplômée se tenaient dans la cuisine de grand-père, effectuant un inventaire obligatoire des médicaments. La maison sentait légèrement l'alcool à friction et le thé infusé. Maman était assise à l'îlot en marbre, plissant les yeux pour lire un flacon en plastique ambré, et se plaignait d'avoir laissé ses lunettes de lecture dans la voiture. Elle m'a tendu le flacon. J'ai pris le récipient en plastique, et j'ai lu l'étiquette de posologie à voix haute. L'INSEE a passé la porte de derrière à cette seconde exacte, levant son téléphone. L'obturateur de l'appareil photo a cliqué. Regardez Audrey, elle gère toute la pharmacie à elle seule, a lancé l'INSEE, offrant un sourire éclatant et artificiel. J'ai reposé le flacon sur le plan de travail, juste à côté du porte-bloc de l'infirmière, et j'ai regardé ma sœur dans les yeux. Ne publie pas ces informations médicales sur Internet. L'INSEE a glissé le téléphone dans la poche de son manteau sur mesure. Je prenais juste un souvenir de famille. Elle a accepté de ne pas la publier, mais elle a conservé le fichier. Le point de bascule final s'est produit lors d'un brunch dominical à la maison. Mon téléphone a vibré à cause d'un problème urgent avec un fournisseur, m'obligeant à sortir sur le porche. J'ai fait les 100 pas sur la terrasse en bois, entièrement concentré sur des manifestes d'expédition retardés et des pénuries d'approvisionnement. À l'intérieur de la maison, Arthur était assis calmement dans son fauteuil en cuir. Il avait les yeux fermés, donnant parfaitement l'impression de dormir. L'INSEE et maman s'attardaient dans le couloir adjacent. Je n'ai pas entendu un seul mot de leur conversation. Je ne saurais ce qui a été dit que bien plus tard, lorsque les transcriptions seraient produites au cours de la procédure de communication des pièces. L'INSEE a baissé la voix. Elle a expliqué à notre mère que si grand-père modifiait son testament, elles utiliseraient mon classeur bleu, ainsi que la gestion des médicaments, pour prouver que je le contrôlais totalement. Maman a demandé si un juge croirait vraiment à cette histoire. L'INSEE l'a rassurée: une fille en deuil, et une petite fille exclue, semblerait toujours plus convaincante dans une salle d'audience que la femme qui est repartie avec l'argent. Arthur n'a pas ouvert les yeux. Il ne les a pas confrontés, et n'a exigé aucune explication. Quand le brunch s'est terminé, et que tout le monde est parti de son côté, il a attendu exactement 1 heure avant de décrocher son téléphone fixe. Il a appelé Elliot Crane. Mon grand-père a détaillé l'intégralité de la conversation du couloir, refusant de laisser son héritage être déformé, et transformé en arme contre moi. Elliot lui a déconseillé les disputes bruyantes ou les enregistrements audio clandestins. Au lieu de cela, Arthur a décidé de les réinviter pour une discussion formelle, et ouverte, concernant la succession. Il placerait une caméra directement sur la cheminée, parfaitement en évidence, et annoncerait à la pièce qu'elle était en train de filmer. Le plan était propre et procédural, leur donner l'opportunité de dire la vérité, ou bien les forcer à assumer leurs mensonges sur un enregistrement numérique. Elliot a accepté d'organiser un coursier sécurisé, pour transférer la carte mémoire immédiatement après la fin de la réunion. Avant de raccrocher, Elliot a posé une dernière question. Il voulait savoir s'il devait m'informer de la réunion à venir. Non, a répondu Arthur, la voix ferme et absolue sur la ligne téléphonique. Si cela devient une bataille, elle doit pouvoir dire qu'elle n'est pas celle qui a forgé l'arme. J'ai regardé ce fichier numérique tant de fois, dans les mois qui ont suivi le procès, que j'ai mémorisé la cadence exacte de leur respiration. Les images ont été enregistrées 3 jours avant la mort de mon grand-père. Une petite caméra noire était posée directement sur la cheminée en briques, dans le salon, complètement visible pour quiconque franchissait la porte d'entrée. Arthur était assis dans son fauteuil inclinable en cuir, regardant droit dans l'objectif.
Il a énoncé la date, le 4 mars 2025, et a annoncé que la conversation concernant sa succession était enregistrée, afin d'éviter toute confusion future. Lindsay a bougé sur le canapé à fleurs, en croisant les bras. Elle a immédiatement demandé si cet enregistrement était mon idée. Le vieil homme a secoué la tête, sa voix rauque, mais parfaitement claire. Il leur a dit que je n'avais aucune idée de la tenue de cette réunion. Maman a hoché la tête pour approuver, lissant sa jupe. Elle croyait sincèrement que la caméra allait la capturer dans le rôle de la fille dévouée et inquiète, créant ainsi une preuve irréprochable pour elle-même. Ensuite, Arthur a exposé la réalité. Il n'a pas lu les montants exacts en euros, mais il a expliqué que le reliquat de la succession me reviendrait. Il leur a rappelé l'aide financière massive que ma sœur avait reçue au fil des décennies. Et il a souligné que j'avais géré ses soins quotidiens sans jamais exiger la moindre autorité financière. Ce charme étudié a disparu du visage de ma sœur, les coins de sa bouche se sont contractés pour former une ligne dure. Elle a soutenu que l'Ancien Testament divisait tout équitablement, affirmant qu'elle ne devait pas être punie simplement parce qu'elle avait eu besoin d'aide par le passé. Grand-père a gardé les mains croisées sur ses genoux. L'équité ne signifie pas toujours diviser le même nombre de fois, lui a-t-il dit calmement. Lindsay s'est penchée en avant, sa voix descendant dans un registre dur et menaçant. Elle a déclaré que s'il maintenait cette décision, elle contesterait le testament en justice. Arthur lui a demandé sur quel motif. Sans hésiter, ma sœur a regardé notre mère. Lindsay a affirmé que Marilyn témoignerait sous serment que j'avais empêché les membres de la famille de venir le voir, que je l'avais isolé, et que j'avais lourdement contrôlé ses médicaments. Le silence a plané dans le salon. Le grand-père qui les avait tirés de chaque crise fixait sa fille unique. Il a demandé à maman si ces accusations étaient vraies. Maman a refusé de croiser son regard. Elle a baissé les yeux vers la table basse, et a marmonné que s'il se contentait de diviser l'argent à parts égales, personne n'aurait à dire des choses aussi douloureuses. Lindsay a offert un sourire glacial. Le temps que quiconque puisse prouver que l'histoire était fausse, lui a-t-elle rappelé, il serait déjà sous terre. Arthur n'a pas crié, et il ne les a pas jetés dehors immédiatement. Il a simplement tourné la tête, et a regardé directement dans l'objectif de la caméra. Elliot, a dit Arthur, s'adressant à l'avocat qui finirait par recevoir le fichier, si elle traîne Audrey au tribunal, conservez chaque minute. La réunion s'est terminée, et mon grand-père leur a ordonné de sortir de chez lui. Dans l'heure qui a suivi, il a remis la carte mémoire originale à un coursier assermenté, envoyé par le cabinet d'avocats. Un dépositaire numérique, au bureau d'Elliot, a créé une copie sécurisée et inaltérable, consignant les métadonnées exactes et préservant la chaîne de possession. Tandis que ce transfert sécurisait mon avenir, j'étais assise, totalement ignorante, dans mon appartement. J'ai passé 7 heures précises à finaliser une présentation sur la logistique des stocks, buvant du thé tiède, et supposant que ma famille passait simplement un mardi tranquille. 3 jours plus tard, l'AVC a frappé. Après que la chambre d'hôpital fut tombée dans le silence, et que les machines furent éteintes, la machinerie du deuil a pris le relais. Nous l'avons enterré par un jeudi froid et couvert. L'herbe du cimetière s'enfonçait sous mes talons noirs, tandis que je me tenais près du cercueil verni. Les proches murmuraient leurs condoléances, félicitant à plusieurs reprises ma sœur pour les magnifiques photos qu'elle avait postées en ligne, durant ces derniers mois. Lindsay s'est approchée de moi, le parfum floral et coûteux qu'elle portait masquant l'odeur de la terre humide. Elle a gardé la voix basse, destinée seulement à mes oreilles. Quoi qu'il ait signé, je peux l'annuler, a murmuré Lindsay. Je n'ai pas tressailli, et je n'ai formulé aucune menace en retour. Au lieu de cela, j'ai mémorisé l'heure exacte de ces mots, ainsi que les noms des cousins qui se tenaient à moins d'1 mètre de nous. Elliot Crane nous observait depuis le bord de la concession. Il se tenait là, les mains enfouies dans les poches de son manteau en laine sombre. Il savait que la vidéo existait, bien en sécurité, verrouillée dans le coffre-fort numérique de son cabinet. Mais il ne m'en avait pas encore dit un seul mot. Lorsque la foule a commencé à marcher vers les voitures garées, Elliot m'a fait signe de le rejoindre, dans l'ombre calme d'un grand chêne. Le vent faisait bruisser les branches sèches au-dessus de nous. Votre grand-père a laissé un enregistrement,
m'a annoncé Elliot, sur un ton strictement professionnel. Avant que vous ne posiez la question, non, cela ne fait pas automatiquement gagner le procès. J'ai jeté un regard vers la route, regardant ma mère et ma sœur monter dans une berline noire. Et la partie dont vous avez le plus besoin, a ajouté Elliot, sa voix s'adoucissant d'une fraction, pourrait être la partie la plus difficile à visionner. La mise en demeure est arrivée dans une lourde enveloppe ivoire, délivrée par un huissier à mon bureau. J'étais assise à mon bureau, le bourdonnement du climatiseur remplissant la pièce, pendant que je lisais la demande officielle de l'équipe juridique de l'INSEE. Elle voulait 1,7 million d'euros, la signature d'un accord de confidentialité, et le rejet immédiat de la contestation de testament. En échange, l'INSEE abandonnerait sa procédure, et maman retirerait ses accusations d'abus de faiblesse. Mes mains n'ont pas tremblé alors que je parcourais les petits caractères de l'offre de règlement. Maman m'a appelé sur mon téléphone portable, 5 minutes plus tard. Elle sanglotait, me disant que c'était la seule façon de sauver notre famille de la ruine publique d'un procès. J'ai serré le téléphone, fixant la ligne d'horizon grise visible par la fenêtre de mon bureau. Si les accusations sont vraiment fondées, maman, ai-je dit, gardant mon ton plat et régulier, pourquoi es-tu prête à les abandonner pour de l'argent ? Elle a bafouillé un instant, changeant de sujet pour parler de son niveau d'épuisement. Je l'ai interrompue. Une famille ne facture pas 1,7 million d'euros pour retirer un mensonge, lui ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. La semaine suivante, j'ai déplacé mes opérations dans une véritable salle de crise juridique, au cabinet d'Elliot Crane. Je passais 12 heures par jour assise à une table de conférence qui sentait la cire et le café froid, entourée de boîtes en carton remplies de toute ma vie. Je n'ai pas modifié les noms des fichiers, ni essayé d'organiser les preuves pour créer une histoire parfaite. J'ai simplement gardé les originaux exactement tels qu'ils étaient. J'ai créé un index avec des dates, reprenant les accusations juridiques spécifiques de l'INSEE, les registres correspondants, et les tiers indépendants qui pouvaient vérifier chaque détail. Elliot me regardait travailler, notant que le classeur médical n'était pas, en soi, une preuve absolue de victoire. C'était, en revanche, la carte qui nous permettait d'identifier exactement quelle personne devait être assignée à comparaître. Ma carrière dans la logistique s'est de nouveau révélée utile. Je considérais les documents comme une série de nœuds complexes, sur une chaîne d'approvisionnement. Chaque nœud avait besoin d'être validé. Je ne m'autorisais pas à paniquer devant les failles de leur logique, je bouchais simplement les trous, un par un. Maître Nora Sloan, en tant que représentante de la succession, gérait les décisions administratives. De son côté, Dana Whitlock préparait les témoignages concernant l'exécution du dernier testament. J'ai fourni mes dossiers personnels aux avocats, mais j'ai refusé de dicter la façon dont les avocats de la succession devaient interroger les témoins. Ma retenue était délibérée, si c'était moi qui commandais l'ensemble du processus, je savais qu'un juge finirait par me regarder, et ne verrait qu'une bénéficiaire essayant d'acheter son verdict. Je suis restée dans les limites. Elliot a expliqué la situation concernant la vidéo pendant notre pause déjeuner. Le tribunal avait reçu la preuve lors de la phase de communication des pièces. Cependant, les avocats de ma sœur avaient déposé une requête agressive, pour bloquer la dernière partie de l'enregistrement. Ils prétendaient qu'elle portait injustement préjudice, qu'il ne s'agissait que d'une simple dispute familiale, et qu'elle était totalement non pertinente puisque le tribunal disposait déjà des dossiers médicaux. Le juge n'a pas rendu de décision finale sur la recevabilité de ce dernier segment, a déclaré Elliot, tapotant son stylo contre son bloc-notes. Ce sera beaucoup plus efficace si elle nie les menaces sous serment, d'abord. Si elle ment à la barre, nous pourrons utiliser la vidéo pour discréditer son témoignage. Je n'ai pas demandé à Elliot de réfléchir à des moyens de piéger ma sœur. Je lui ai simplement dit que nous suivrions les règles du tribunal, et que nous ne ferions pas fuiter une seule image à la presse. Ce soir-là, la clé en laiton a cliqué dans la serrure de mon appartement. Avant que je puisse atteindre la porte, maman est entrée dans le salon, serrant son sac à main. Elle avait utilisé la clé de secours physique que je lui avais donnée des années auparavant. Cette même clé qu'elle n'avait jamais rendue après que j'avais désactivé son accès intelligent. Elle s'est mise à pleurer,
me disant que l'INSEE avait juste peur d'être abandonné et que grand-père m'avait donné trop de pouvoir. Je suis resté près de la porte, refusant de lui offrir un siège. Je lui ai dit que toute communication future concernant la succession devait passer par nos avocats. Tu nous as toujours sauvés, a dit maman, la voix dégoulinante de désespoir. Pourquoi es-tu si cruel maintenant? C'est exactement pour ça que vous pensiez que j'allais payer, ai-je répondu. Et je ne lui ai offert ni une accolade, ni un verre d'eau. J'ai simplement ouvert la porte, attendant qu'elle sorte. Je n'ai pas encore pris la clé de sa main, je gardais ça pour plus tard. La réalisation finale a eu lieu lorsque les réponses à nos requêtes sont arrivées. L'INSEE avait signé un document certifié, déclarant qu'elle n'avait jamais discuté d'une contestation de testament avec quiconque du vivant d'Arthur. Elle affirmait que je l'avais isolé, et que je contrôlais ses médicaments. J'ai ouvert le classeur médical, affiché les journaux du calendrier, et j'ai recoupé ses réponses avec les SMS. Elle n'avait pas seulement mal interprété l'histoire, elle s'était engagée dans un mensonge spécifique et probable, et ce, dans un document sous serment. J'ai fixé sa signature sur la dernière page. Elle avait créé le mécanisme de sa propre chute. Si elle répétait ses démentis devant le juge, l'enregistrement authentifié pourrait être utilisé pour détruire sa crédibilité, en temps réel. J'ai regardé Elliot, qui triait une pile de relevés bancaires. J'ai pointé du doigt ses réponses certifiées, et j'ai ressenti une étrange et froide lucidité. Ne la prévenez pas de ce que dit le dossier, lui ai-je dit, en refermant le classeur. Donnez-lui tous les documents que la procédure exige, puis laissez-la choisir si elle veut dire la vérité. L'INSEE est entrée dans la salle des dépositions avec la grâce étudiée d'une agente immobilière de luxe, prête à conclure une affaire à fort enjeu. Elle portait un tailleur beige sur mesure. Ses cheveux étaient tirés en arrière, attachés en un chignon lisse et élégant qui accrochait la lumière artificielle du bureau. J'étais assise de l'autre côté de la table en acajou, flanquée de mes propres avocats. L'INSEE n'a pas regardé dans ma direction. Elle a plutôt offert un hochement de tête poli et distant à la sténotypiste, et a pris place, comme si c'était elle qui contrôlait la matinée. Je rendais visite à mon grand-père au moins une fois par semaine, a affirmé l'INSEE, la voix stable et enjouée. Elle s'est penchée en avant, reposant son menton sur ses doigts croisés. Mais à chaque fois que j'essayais d'arranger un horaire, Audrey changeait le planning, ou prétendait qu'il était trop fatigué pour me voir. Mon avocat a fait glisser une copie des messages du calendrier de l'autre côté de la table. L'INSEE a jeté un coup d'œil au papier, mais n'a pas pris la peine de lire le texte. Elle a haussé les épaules, d'un mouvement élégant et dédaigneux. Je suppose que je me sentais souvent indésirable, a-t-elle corrigé, ajustant le récit pour éviter un mensonge direct sur lequel on pourrait la coincer immédiatement. C'était juste une atmosphère qu'elle créait. Je faisais de mon mieux, mais elle faisait toujours barrage. Elle a nié avoir posé des questions sur les comptes bancaires. Elle a nié savoir quoi que ce soit sur la mise à jour du testament. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà discuté d'une contestation judiciaire formelle alors que notre grand-père était encore en vie, elle a secoué la tête avec fermeté. Jamais, a dit l'INSEE, les yeux écarquillés, semblant totalement sincère. Je ne savais même pas qu'il avait changé son plan de succession avant sa mort. Audrey a gardé sa secret jusqu'à la toute fin. J'ai noté chacune de ses réponses sur un bloc-notes, mon écriture lente et appliquée. Chaque démenti était désormais un fait enregistré, verrouillé dans la transcription. Il n'y a eu aucun cri, aucun éclat dramatique de la part des avocats. Seulement le cliquetis rythmique de la machine de la sténotypiste, documentant une version de la réalité qui devenait de plus en plus fragile à chaque seconde. Maman a suivi l'INSEE plus tard dans l'après-midi. Elle a adopté le rôle de la fille fragile et en deuil, qui avait été poussée à la périphérie de la vie de son propre père. Elle s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir en dentelle, racontant à l'avocat que je ne lui avais jamais permis de passer un seul instant seul avec lui. Et pourtant, a dit mon avocat, en glissant un épais dossier vers elle, les registres des visiteurs de l'agence d'aide à domicile montrent que vous étiez présente dans la maison à 27 reprises, alors qu'Audrey était physiquement absente. Maman a fixé les pages, pinçant les lèvres. Ces registres ne capturent pas l'atmosphère de la maison.
Il ne reflète pas la froideur que je ressentais à chaque fois que j'essayais de l'approcher. Avez-vous déjà refusé une visite lorsqu'on vous en proposait une, a demandé l'avocat. Seulement 1 ou 2 fois, à cause de conflits d'emploi du temps, a répondu maman, agrippant son mouchoir. Mais Audrey donnait l'impression que je le négligeais. La transcription restait froide et objective, préservant ses mots pour le juge. Je regardais la session avec un intérêt analytique et détaché. Je notais le moment précis où elle choisissait de pivoter, passant d'un fait clair à un vague sentiment de froideur. C'était une stratégie vouée à l'échec, mais elle manquait de recul pour s'en rendre compte. Teresa, de l'agence d'aide à domicile, est arrivée le lendemain matin avec les dossiers demandés. Elle a remis les registres, les fiches d'inventaire des médicaments et les plannings des aides-soignants. Nora Sloan a suivi. Elle a présenté les rapports financiers prouvant que je n'avais jamais possédé le pouvoir de signature sur un seul centime des comptes de grand-père. Chaque relevé bancaire correspondait au rapport de l'exécutrice. Il n'y avait aucun argent manquant, aucun transfert vers mon appartement privé, et aucune preuve de contrôle prédateur. J'ai vérifié les nœuds sur ma carte de preuve, biffant l'accusation d'isolement, celle du contrôle financier, et l'allégation sur la gestion des médicaments. La carte se transformait en une série d'obstacles franchis. Pourtant, je restais immobile, attendant que la dernière pièce ne tombe. Mon téléphone a sonné dans le hall du cabinet d'avocat. C'était un paquet de production numérique, contenant des années d'historique de textos, récupérés sur le compte cloud de maman. Je me suis assise sur un banc, et j'ai commencé à lire les messages entre l'INSEE et maman. On a juste besoin que tu dises qu'Audrey t'empêchait de le voir, avait envoyé l'INSEE à maman 2 semaines après les funérailles. Elle a des dossiers, avait répondu maman. Les dossiers ne comptent pas si tu as l'air d'une fille en deuil, avait répliqué l'INSEE, suivi d'un émoji mort de rire. Il y avait un message datant de la semaine suivant les funérailles, avertissant maman de ne pas mentionner les visites du mardi, qui contredisaient leur histoire. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide du hall. La trahison n'était plus un coup violent et soudain, elle s'était transformée en une douleur sourde et persistante. Maman n'avait pas été trompée pour emprunter cette voie. Elle avait consciemment choisi d'y participer, parce qu'elle préférait un fantasme où elle jouait la victime. La pression de leur côté ne s'est pas arrêtée aux portes du tribunal. Une plainte anonyme est parvenue à mon employeur, alléguant que j'avais utilisé mes compétences en logistique pour manipuler la maison d'un homme âgé. Mon manager, un homme qui me connaissait depuis 7 ans, m'a convoqué dans son bureau. Je n'ai pas caché le procès concernant la succession. Je lui ai remis la carte de visite de mon avocat, accompagnée d'une brève déclaration confirmant le litige en cours et le manque de validité des allégations. Il a examiné les papiers, s'est enquis de ma charge de travail actuelle, et a classé l'affaire. J'ai fait profil bas, respectant mes délais, refusant de les laisser empoisonner ma carrière. Pendant ce temps, l'INSEE a commencé à publier des diatribes vagues et à peine voilées en ligne. Elle y parlait d'aidants qui utilisaient leur position comme une arme pour devenir bénéficiaires. Elle prenait soin de ne pas me nommer directement, mais elle empoisonnait clairement ma réputation auprès de nos connaissances. Puis est arrivée la photo de la boîte de médicaments. L'équipe juridique de l'INSEE a déposé l'image comme pièce à conviction clé, présentant la version recadrée au tribunal. Ils ont soutenu que cela prouvait que je forçais Arthur à prendre des médicaments contre sa volonté. Maman a signé une déclaration supplémentaire, affirmant que j'avais unilatéralement décidé de ses dosages, tout en ignorant ses protestations. La photographie me montrait debout à côté de lui, tenant le flacon ambré pendant que j'en lisais l'étiquette. Je me souvenais de ce matin-là. Teresa et une infirmière se tenaient juste là, menant un inventaire officiel. Maman avait oublié ses lunettes de lecture, elle m'avait donc demandé de lire les instructions pour elle. Le recadrage avait chirurgicalement supprimé l'infirmière, le porte-bloc de l'agence, et les témoins du cadre. J'ai regardé l'image, mon pouce accélérant. Si l'agence n'avait pas conservé le fichier original, cette seule image déformée pourrait créer assez de doutes pour faire dérailler toute ma défense. Il me dépeigne comme un prédateur, ai-je dit à Elliot, ma voix montrant enfin une trace de frustration.
S'ils ont fait disparaître ce fichier, ils gagnent la bataille du récit. Elliot n'a pas répondu immédiatement. Il a fixé l'image déformée, l'air grave. Il faut qu'on trouve la source. S'ils ont un fichier, les métadonnées pourraient toujours exister. Nous avons besoin de la haute résolution. J'ai passé 3 heures au téléphone avec l'agence d'aide à domicile, essayant de retrouver l'infirmière qui était de service ce jour-là. L'agence avait récemment mis à jour ses systèmes d'archivage, et la recherche initiale n'avait rien donné. Je suis sorti du bureau dans la soirée humide, les lumières de la ville commençant à se brouiller au loin. La menace me semblait plus proche désormais, comme un ressort qui se tend. Si l'équipe de l'INSEE parvenait à convaincre un juge que j'avais manipulé ses soins médicaux, la validité de l'ensemble du testament s'effondrerait sous le poids d'une accusation d'abus de faiblesse. J'étais à mon bureau quand Teresa a fini par rappeler, la voix haletante. Le système principal avait bien effacé l'image, mais l'infirmière avait téléchargé une copie en haute résolution vers les archives de contrôle qualité, juste après que l'INSEE avait pris cette photo non autorisée. Il s'agissait d'un incident de confidentialité, et ils avaient conservé le fichier complet pour documenter la violation. Ma main s'est arrêtée en l'air. J'ai ouvert les archives, téléchargé l'original, et j'ai cliqué sur le fichier. L'infirmière, le porte-bloc, et le visage parfaitement visible de maman étaient tous là, en haute définition. Les métadonnées associaient directement l'heure et la date à un banal rendez-vous d'inventaire de médicaments. J'ai posé l'ordinateur portable et j'ai fermé les yeux un long moment, la tension dans mes épaules se relâchant enfin. Le mensonge n'était pas seulement démenti, il avait été enregistré, et archivé d'une manière qui rendait la falsification des preuves évidentes pour tout observateur impartial. L'INSEE avait marché droit dans les archives. Elle avait laissé une signature numérique sur sa propre arme, et maintenant, cela allait se retourner contre elle. La photographie en haute résolution est apparue sur mon écran d'ordinateur comme la pièce d'enclé d'un puzzle qui finit par s'emboîter. Il y avait Teresa, l'infirmière, et maman, toutes debout dans la cuisine, parfaitement sereines, pendant qu'Arthur était assis à la table. Les métadonnées attachées au fichier reliaient directement l'image à un inventaire de routine des médicaments. Ce n'était pas une scène de crime, ni une administration secrète de drogue, c'était juste un mardi normal. Le document original provenant des dossiers de l'infirmière correspondait parfaitement au planning, confirmant que chaque dosage avait été autorisé par le médecin, et géré via le standard infirmier. Je n'avais pas besoin de crier mon innocence. Je n'avais pas besoin de qualifier ma mère de menteuse devant le juge. Les documents étaient froids, précis, et totalement dévastateurs pour leur récit. J'ai remis l'image complète et les notes d'inventaire à Elliot Crane le lendemain matin. Il a examiné les métadonnées, son expression s'adoucissant pour la première fois depuis des mois. Il a mis à jour notre carte de preuve, rayant l'accusation de contrôle médical d'un épais trait de stylo noir. 2 sources indépendantes venaient de démolir le cœur même de leur plainte pour abus. Nous les tenons sur les faits, a déclaré Elliot, en tapotant le dossier. Maintenant, il faut les y garder. La semaine précédant le procès donnait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, tandis que la marée montait lentement. Nous avons réuni Dana Whitlock, le chauffeur qui avait conduit Arthur au cabinet, ainsi que les 2 témoins qui avaient été présents pour la signature du dernier testament. Dana a passé des heures à répéter son témoignage, se concentrant sur la clarté des notes de capacité mentale qu'elle avait prises ce jour-là. L'un des témoins, un comptable à la retraite qui était un ami de longue date de mon grand-père, s'est rappelé la phrase exacte qu'Arthur avait utilisée lors de la signature. Il a dit qu'Audrey serait en colère qu'il ne lui ait rien dit, a expliqué le témoin lors de notre dernière session de préparation. Il a dit que c'était exactement comme ça qu'il savait que ce choix était bien le sien. La phrase ne sonnait pas poétique, et elle ne ressemblait pas à une tirade de film. Elle ressemblait exactement à cet homme têtu et pince sans rire qui m'avait élevé. Nous nous sommes réunis pour une dernière audience préliminaire, dans une petite salle adjacente au tribunal judiciaire principal. L'air y semblait rare, recyclé, et totalement dépourvu de vie. L'INSEE et maman étaient assises de l'autre côté de la table, chuchotant avec leurs avocats. Le juge a écouté les arguments concernant l'enregistrement vidéo.
Il a décidé d'autoriser les parties où Arthur confirmait avoir compris l'état de ses finances, et déclarait explicitement que je ne l'avais pas fait chanter. Cependant, il a imposé une restriction temporaire sur le dernier segment, plus houleux, où ma sœur et ma mère menaçaient de contester le testament. Il a statué que cette partie resterait irrecevable, à moins que les témoignages donnés pendant le procès ne rendent sa diffusion nécessaire pour contester leur version. Les avocats de l'INSEE ont paru soulagés, hochant la tête en direction de leur cliente. Ils pensaient avoir réussi à retirer du dossier la preuve la plus accablante. Ils étaient convaincus que, s'ils parvenaient à empêcher le juge d'entendre les menaces, leur version de la famille en deuil l'emporterait. Je suis restée assise en silence, regardant la lumière se refléter sur les boucles d'oreilles en diamant de ma sœur. Elles étaient confiantes, et leur confiance était exactement ce dont j'avais besoin. De retour au cabinet d'avocats, les fissures dans leur coalition commençaient à se montrer. Les frais d'avocat croissants siphonnaient les réserves qu'elles avaient si désespérément essayé de protéger. L'INSEE a exigé que maman hypothèque sa propre maison pour faire avancer la procédure. Maman a refusé, rappelant à ma sœur que toute cette stratégie juridique était l'idée de l'INSEE depuis le début. L'INSEE a riposté en soulignant que maman avait signé la déclaration sous serment, et qu'elle était désormais tout aussi responsable des frais de justice. Elles ont commencé à se rejeter la faute pour le manque de progrès. J'ai eu vent de ces disputes par le biais des avocats, mais j'ai refusé d'intervenir. Je ne voulais pas leur fournir le pont dont elles avaient besoin pour reconstruire leur alliance. La veille du procès, l'avocat principal de l'INSEE l'a exhorté à refuser de témoigner à la barre. Il savait que notre dossier de preuves matérielles était solide, et que le risque lié à son témoignage était élevé. L'INSEE l'a ignoré. Elle était persuadée que son charme, ses larmes, et sa capacité bien rodée à raconter des histoires captivantes à de potentiels clients de l'immobilier, suffiraient à persuader un juge. Elle voulait être sous les projecteurs. Elle voulait être la victime qui avait enfin trouvé le courage de s'élever contre sa sœur cupide. Elliot s'est tournée vers moi dans le bureau, les yeux fatigués. Elle va monter à la barre, Audrey. Elle va s'en tenir au script qu'elles ont écrit ensemble. Voulez-vous revoir la vidéo avant demain matin? Je me suis levée, rassemblant mon manteau. L'idée d'écouter ce dernier segment, seul dans un bureau sombre, ressemblait à l'intrusion dans un souvenir qui ne m'appartenait plus. Si cette vidéo doit être diffusée, ai-je dit, d'une voix stable, je veux l'entendre pour la première fois dans la même pièce où elles ont décidé de mentir. Ce soir-là, je n'ai pas répété mon propre témoignage. Je n'ai pas bu de vin, et je n'ai pas fait d'obsession sur les détails de mon contre-interrogatoire. Je suis simplement rentrée chez moi, et j'ai dormi. J'avais fait le travail, les dossiers étaient triés, les faits étaient vérifiés, et le piège était en place. Le matin du procès, l'air à l'extérieur du palais de justice était vif et piquant. J'ai franchi les portiques de sécurité, l'esprit clair. À l'intérieur de la salle d'audience, les panneaux de bois semblaient nous surplomber. Le greffier a appelé le nom, Lindsay Hale. Ma sœur s'est levée de sa chaise, a ajusté son blazer, et s'est dirigée vers la barre des témoins avec la même démarche posée qu'elle utilisait pour ses visites de propriétés de luxe. Elle a levé la main droite, a prêté serment, et est montée à la barre. Elle a balayé la salle du regard, ses yeux se verrouillant finalement sur les miens pour la première fois depuis des mois. Ses yeux étaient durs, concentrés, et absolument dénués de doute. J'étais la petite fille qui l'a exclue, a-t-elle dit au juge, sa voix tremblant juste assez pour être efficace. Je l'ai regardée, cette femme qui avait passé des décennies à jouer les victimes tout en prenant tout ce qu'elle pouvait, et je n'ai ressenti qu'une curiosité distante et froide. Le décor était planté, le mensonge était prononcé, et le chemin vers la fin n'avait jamais été aussi clair. Ma sœur avait franchi avec succès le dernier obstacle vers sa propre destruction. Tout ce qu'elle avait à faire maintenant, c'était de terminer son histoire, et j'attendrais de voir si elle pourrait vivre avec la fin qu'elle s'était écrite. Le juge s'est repositionné dans son fauteuil, se penchant en avant pour saisir chaque mot de son chagrin fabriqué et répété. Il ignorait totalement qu'il était sur le point d'assister au moment où l'illusion entière s'effondrerait. J'ai glissé mes mains dans mes poches, sentant le poids solide et familier du classeur contre mon flanc, et j'ai attendu que la première question soit posée.
Tout ce pourquoi j'avais travaillé était sur le point de se décider, l'espace d'un battement de cœur. Le temps que l'INSEE atteigne le milieu de son témoignage, elle avait reconstruit la même accusation qu'elle répétait depuis 10 mois. Selon elle, j'avais isolé grand-père, contrôlé ses médicaments, et accaparé un héritage qui aurait dû être divisé équitablement. Maman observait depuis les bancs du public, avec le même sourire faible et étudié qu'elle arborait au début du procès. Je gardais mes mains bien à plat contre le classeur bleu nuit, sentant la texture de son grain. Ma sœur a passé l'heure suivante à détailler une version du passé où j'avais été un cerbère froid et calculateur. Elle a affirmé avoir passé des mois à essayer de lui rendre visite, pour être systématiquement repoussée par mes excuses. Mon avocat, Elliot, a attendu patiemment. Son stylo tapait un rythme lent et régulier contre la table en bois. Lorsque le contre-interrogatoire a commencé, il n'a pas eu besoin de crier. Il a simplement affiché les registres des visiteurs et les invitations numériques originales. L'INSEE, vous avez témoigné que vous essayez de lui rendre visite au moins une fois par semaine, a dit Elliot, en montrant les documents. Pourtant, ces registres montrent qu'à 27 reprises, vous avez soit annulé à la dernière minute, soit vous ne vous êtes tout simplement jamais présenté. Je faisais de mon mieux, a insisté l'INSEE, sa confiance vacillant pour la première fois. J'avais une carrière à gérer. Elliot a sorti le registre des aides financières. Il lui a fait passer en revue les 620 000 € qu'elle avait déjà reçus de grand-père de son vivant. Elle s'est agitée sur son siège, son regard fuyant vers le public. Elle a balayé la question de l'argent, affirmant qu'il ne s'agissait de rien de plus que de l'amour d'un père. Mais le juge est resté impassible, prenant des notes dans un carnet relié en cuir. Puis est venu le moment qui allait définir l'intégralité de la procédure. Elliot lui a demandé, très clairement, si elle avait un jour discuté d'une contestation formelle de testament avec maman, alors que notre grand-père était encore en vie. Jamais, a répondu l'INSEE, la voix tranchante, résonnant d'une fausse conviction. Je ne savais pas qu'il avait modifié le testament avant sa mort. Audrey a gardé sa secret. Elle avait marché droit dans le piège qu'elle avait elle-même contribué à construire. Elliot s'est tourné vers le tribunal, l'expression grave. Monsieur le juge, le témoignage de ce témoin contredit directement un enregistrement authentifié, déjà produit lors de la communication des pièces. Je demande l'admission du dernier segment, dans le but précis de mettre en doute sa déposition. La salle d'audience s'est tue. Le juge a examiné les fondements et la pertinence de la requête. Il a hoché la tête, accordant la motion. Elliot m'a regardé, une question silencieuse dans les yeux. Il savait exactement ce que contenait ce dernier enregistrement, la menace, la mention du parjure de maman, et le calcul froid d'une famille qui n'attendait qu'une chose, qu'un vieil homme meure. J'ai regardé maman dans le public, elle souriait toujours, convaincue que ce qui se trouvait sur la bande la montrerait comme une sainte. J'ai fait un léger signe de tête. Le juge a fait un signe à Elliot. Il a tourné l'ordinateur portable vers la barre des témoins, a placé un doigt sur le pavé tactile, et a appuyé sur lecture. La voix de grand-père a rempli la pièce, sonnant exactement comme il l'avait fait ce mardi-là. Il a confirmé qu'elles savaient toutes deux qu'elles étaient enregistrées. Puis, l'audio a capturé la voix de l'INSEE, acerbe et cupide, exigeant que le testament soit modifié. Elle a détaillé comment maman témoignerait que je l'avais isolée. Elle a exposé tout le complot pour me faire accuser d'abus de faiblesse, afin d'arracher un accord financier. Et puis, il y a eu le silence. Ce moment précis où l'on a demandé à maman si l'histoire était vraie, et où elle a choisi de ne rien dire. L'air est devenu suffocant dans la salle d'audience. Le visage de l'INSEE a blêmi, sa bouche légèrement entr'ouverte, alors qu'elle fixait l'écran. Maman a cessé de sourire, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de son manteau. Ma sœur a commencé à parler, essayant de qualifier cela de dispute sortie de son contexte. Mais Elliot s'est contenté de lever les textos, qui correspondaient à l'enregistrement, mot pour mot. En fin d'après-midi, le juge a annoncé sa décision depuis son siège. Arthur possédait toute sa capacité testamentaire, le dernier testament avait été exécuté en toute indépendance, et l'INSEE n'avait pas réussi à prouver l'abus de faiblesse.
Il a ordonné aux avocats de la succession de préparer le jugement écrit et a réservé les questions relatives aux frais d'avocat et aux pénalités pour une audience ultérieure. Alors que nous sortions du bâtiment, le soleil m'a paru d'une clarté aveuglante. Elliot m'a retenu par le bras une seconde, le visage grave. Il m'a expliqué que si le testament était sauf, la bataille juridique pour les frais, et l'impact public du procès, ne faisaient que commencer. J'entendais ma sœur et ma mère se disputer derrière moi, leurs voix s'élevant sur le parking. Lindsay s'est retournée, les yeux plissés par une colère frénétique et désespérée. « Tu étais censé ne pas changer de version », a-t-elle sifflé à maman. Et pour la première fois, j'ai réalisé qu'elle commençait déjà à s'entre-dévorer. Le jugement écrit, confirmant la validité du dernier testament, est arrivé 6 semaines après la fin du procès. Il ressemblait à un simple morceau de papier fin et clinique, censé résoudre des années de tromperie calculée. Pourtant, son poids était absolu. La succession a déposé des requêtes formelles pour le paiement des frais d'avocat et l'application de pénalités, concernant les fautes de procédure que Lindsay avait commises lors de la constitution du dossier. À la mi-avril 2026, une audience distincte a finalisé l'ordonnance. Lindsay a été tenue personnellement responsable d'une part substantielle des frais de justice. Les 50 000 € qu'Arthur lui avait laissés dans son dernier testament se sont évaporés instantanément, consumés par les dettes de la guerre qu'elle avait elle-même choisi de mener. Elle n'a pas touché un seul centime de l'héritage qu'elle s'était battue si désespérément pour obtenir. L'avocat de ma sœur a déposé une demande pour se retirer du dossier, peu de temps après le prononcé des sanctions. Lors de leur dernière interaction, dans le cabinet du juge, j'ai regardé l'avocat poser son dossier sur la table. Il n'a offert ni un au revoir poli, ni une poignée de main. Il a regardé Lindsay, et lui a dit qu'elle n'avait pas perdu parce que je possédais plus d'argent, mais parce qu'elle avait menti à tout le monde dans cette pièce, lui y compris. L'agence immobilière pour laquelle elle travaillait l'a suspendue de toutes ses fonctions en contact avec les clients, le temps de mener un examen interne des transcriptions du procès. Fin mai, la relation entre Lindsay et l'agence était définitivement rompue, motivée par les risques pour leur réputation et la réalité indéniable de sa malhonnêteté. Une enquête sur sa licence professionnelle a été ouverte peu après. Je n'ai pas applaudi, et je n'ai pas diffusé ces mises à jour à notre famille élargie. J'ai simplement regardé le silence s'installer. Le lien entre ma sœur et ma mère s'est brisé avec la soudaineté d'un vase qui tombe. J'étais à la maison un samedi de juin, en train d'emballer les derniers effets personnels de mon grand-père, quand je les ai trouvés debout près du garage détaché. Lindsay hurlait. Elle exigeait que maman paie une part des sanctions, parce que la déclaration sous serment que maman avait signée avait été l'encre même qui avait coulé leur dossier. Maman hurlait en retour, traitant Lindsay de manipulatrice, affirmant qu'elle l'avait contrainte à chaque mensonge. Je suis restée sur le porche, écoutant les deux femmes qui avaient passé des années à me blâmer pour leurs problèmes. Elles tournaient enfin leur attention, pleines de méchanceté, l'une contre l'autre. Je ne suis pas intervenue pour jouer les médiatrices. Je n'ai pas essayé de leur rappeler qu'elles étaient toujours une famille. Pour la première fois, je les ai laissées exister dans le monde qu'elles s'étaient construit, sans mon interférence pour en arrondir les angles. Maman m'a contacté 2 semaines plus tard, la voix faible et éraillée au téléphone. Elle m'a affirmé qu'elle était menacée d'expulsion de la maison qu'Arthur lui avait initialement transférée, car l'accumulation des frais de justice, couplée à un manque de soutien, l'avait poussée dans une crise financière. Elle m'a demandé si j'accepterais de lui faire un prêt temporaire, pour l'aider à trouver un appartement plus petit. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine, regardant l'horizon de la ville. J'avais payé ses primes d'assurance, les réparations structurelles de sa maison, et diverses factures mensuelles pendant plus d'une décennie. Je lui ai dit que je lui fournirais une liste de ressources communautaires pour l'aide au logement, et que je lui donnerais jusqu'à la fin du mois de juillet pour s'organiser. Mais je ne financerai plus son train de vie, et je n'entretiendrai plus les mensonges qui nous avaient tout coûté. Elle m'a accusée d'être une femme froide et vindicative, qui prenait plaisir à la voir souffrir. Je suis restée silencieuse. La vérité était bien plus simple, je n'étais pas vindicative, j'en avais simplement fini de payer l'addition. Lindsay m'a approché une dernière fois sur le parking de la propriété familiale.
Elle avait l'air négligé, son tailleur onéreux remplacé par un pull usé. Elle m'a dit que je lui avais tout pris. Grand-père m'a donné un héritage, ai-je dit, ma voix stable face au vent. Tu as renoncé à tout le reste le jour où tu as transformé les soins que je lui donnais en preuve contre moi. Maman s'est approchée de nous, essayant d'intervenir avec une supplique pour arranger les choses en privé, loin des yeux du monde. J'ai sorti de ma poche la clé de secours physique. Celle que j'avais gardée depuis le jour où j'avais désactivé sa serrure connectée, et je l'ai placée dans sa main. Il n'y a plus rien à arranger, leur ai-je dit. J'ai marché jusqu'à ma voiture, les laissant debout sur le trottoir derrière moi. Le son de leur dispute a repris immédiatement. Un cœur amer et frénétique d'accusations, cherchant à savoir qui avait causé leur ruine. Nous sommes maintenant le 18 juillet 2026. Ma vie a changé d'une manière qui me semble encore calme et étrange. Je vis toujours dans mon appartement. Je n'ai jamais ressenti le besoin de déménager dans un manoir, simplement parce que je pouvais me permettre de payer l'emprunt. J'ai accepté la promotion que j'avais repoussée le temps de gérer le procès. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer une petite fondation. Elle soutient les soins de répit pour les familles qui luttent pour gérer, elles-mêmes, la logistique liée aux soins de leurs aînés. Je m'assure que le travail reste transparent, géré par un partenaire associatif, garantissant que les fonds soient utilisés pour soulager, et non pour exploiter. Parfois, je retourne voir le fichier numérique original qu'Arthur m'a laissé. Je regarde ce passage où il sourit, juste un instant, et où il dit à la caméra qu'il a toujours su que je n'avais pas besoin de son argent pour être la personne qui resterait à ses côtés. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas la clé cachée d'une plus grande fortune. C'est juste la validation d'une vérité que j'avais passé des années à démontrer, à travers chaque action, chaque registre, et chaque limite posée. Pendant des années, j'ai cru que la force consistait à maintenir tout le monde ensemble, à sacrifier ma propre paix pour préserver une harmonie fragile et artificielle. Le dernier cadeau d'Arthur a été de m'apprendre que, parfois, la force consiste simplement à savoir qui n'a plus le droit d'avoir une clé. Je marche vers la porte, je verrouille la serrure, et pour la première fois de ma vie, la maison est vraiment à moi. La vraie force ne se trouve jamais dans la quantité de choses que vous êtes prêt à endurer pour sauver les apparences, mais dans la lucidité de savoir quand fixer une limite. Vous avez peut-être passé des années à croire que maintenir la paix signifiait absorber la toxicité de ceux qui prétendent vous aimer. Mais vous devez vous rappeler que la loyauté sans intégrité n'est qu'une forme de trahison envers soi-même. Lorsque vous sauvez constamment les autres des conséquences naturelles de leur choix, vous n'êtes pas un membre d'une famille qui soutient les siens. Vous financez activement les schémas mêmes qui vous empêchent de vous épanouir. Prenez conscience que votre valeur n'a jamais été liée à votre capacité à réparer des personnes brisées. Et que s'éloigner d'un mensonge n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de libération. Vous avez le droit de trier les personnes qui détiennent une clé de votre vie, et vous n'êtes jamais obligé de vous immoler par le feu, juste pour garder les autres au chaud. Êtes-vous déjà resté dans une situation par culpabilité, pour finalement réaliser que partir était la seule façon de retrouver votre propre voie ?